Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers captivant de Jugurtha Talks. Ici, nous explorons les récits fascinants des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France. Je vous invite chaque mois à rencontrer des invités extraordinaires, universitaires, entrepreneurs, sportifs, artistes. Leurs récits reflètent la diversité et la richesse de ce pays qu'est la France. Jugurtha Talks, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une invitation à découvrir des histoires méconnues, à sentir la passion de ses invités et à y trouver votre inspiration. Vous découvrirez des hommes et des femmes qui sculptent le destin de la France, souvent dans l'ombre, mais il est temps que ça change. Mon but ultime est de vous motiver, de vous encourager à croire en vous et en vos rêves et en vos capacités uniques, peu importe d'où vous venez. Ensemble, nous bâtissons la vision d'une France 2.0, une France unie et forte. Prêt à plonger ? Abonnez-vous, écoutez et laissez-vous emporter par ces récits puissants. Et si vous êtes aussi passionné que nous, ne manquez pas de nous laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bienvenue dans l'épisode numéro 12 et dernier épisode de l'année 2023 de Jugurtha Talks. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que je reçois Nassima Lamalchi, une figure éminente du droit en France. Forte de plus de 20 ans d'expérience, Nassima est une avocate dévouée, spécialiste en propriété intellectuelle, technologie émergente et protection de données personnelles. Son parcours a commencé en 2001 dans un cabinet d'avocats d'affaires français à rayonnement international. C'est là qu'elle a affiné ses compétences, menant à la création de sa propre start-up, une legal tech, qui s'appelle My Data Partner, il y a de cela plus de 2 ans, où elle assume actuellement le rôle de CEO. Sa vision chez My Data Partner, c'est de simplifier l'accès à la conformité RGPD et donner cet accès pour tous. Au-delà de son rôle professionnel, Nassima se distingue par ses contributions académiques, son engagement dans l'éducation, ses activités associatives et son rôle de maman. Elle incarne l'image d'une leader accomplie, bien plus qu'une simple chef d'entreprise. Dans cet épisode, Nassima partage avec nous les récits de son enfance, ses premiers pas en tant qu'avocate et son parcours tant personnel que professionnel qui l'ont façonnée en la personne extraordinaire qu'elle est aujourd'hui. Mettez-vous à l'aise et laissez-vous emporter par l'histoire attachante de Nassima. Nassima Lamalchi, bienvenue à Jugurtha Talks. Merci, Comment vas-tu ? très bien. Merci de m'accueillir chez toi. Je t'en prie. C'est super sympa ici. Je découvre les lieux. Est-ce que tu peux te présenter succinctement aux personnes qui nous écoutent ? Alors, bien sûr, je suis donc Nassima Lamalchi. Je suis avocate au barreau de Paris depuis 2001. Dans mes secteurs d'activité, c'est la propriété intellectuelle, donc tout ce qui est droit d'auteur, droit des marques, dessin et modèles, et aussi tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, e-commerce, intelligence artificielle, Web3, enfin tout ce qui se développe beaucoup. Droit du numérique au sens large, et aussi tout ce qui est RGPD, données personnelles. Et ma particularité, c'est aussi d'être sur un axe, on va dire, France-Afrique. Et ça, depuis très longtemps. Mais c'est vrai que, quelque part, l'histoire me donne raison. Bah écoute, on va revisiter l'histoire. Donc commençons par le commencement. Où est-ce que tu es né ? Où est-ce que tu as grandi ? Alors, je suis née à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, et j'ai grandi là-bas jusqu'à 19 ans. Donc après le bac, après ma première année de droit, en fait. Et ça ressemble à quoi à grandir à Mantes-la-Jolie ? Ben, écoute, moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'était une autre époque aussi, hein. Là, je vais vers une petite cinquantaine, donc ça nous ramène à loin. Donc, j'ai grandi au Val-Fouré, donc cette fameuse cité bien connue de tous, je dirais, là-bas. Et à l'époque, en fait, je pense que c'est différent aujourd'hui, hein. C'est En pour ça que quoi ? je dis, bah, j'y vis plus. Donc, forcément, c'est un peu dur de comparer, mais ma mère y vit encore, mais pas plus au Val-Fouré. Donc, je continue d'aller à Mantes-la-Jolie. Donc, ça, c'est parce que des fois, on a quitté sa ville natale et on n'y revient pas. Et donc, moi, non, j'y reviens assez souvent, mais plus dans les mêmes conditions, en fait. Donc c'est ce que je vois de l'extérieur, alors qu'avant, j'étais vraiment à l'intérieur. Et avant, ce que je trouvais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le mélange des personnes et la richesse de toutes ces cultures, en fait, très différentes quand on était dans notre cité, en fait. Elle n'y est plus ? Bah, j'ai l'impression qu'elle y est toujours, mais avec moins de mélange. Avec moins de mélange. C'est-à-dire qu'avant, quand je dis mélange des cultures, il y avait toutes les communautés qui étaient représentées, donc d'Afrique du Nord, d'Afrique noire.
mais aussi, heureusement des régions de France, mais aussi d'autres pays d'Europe, les Portugais, les Espagnols, enfin donc voilà, donc c'était un petit peu comme ça et j'ai l'impression que ce mélange s'est un peu perdu. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression qu'on est plus, ça c'est un peu, pas ghettoisé, mais en fait, il y a moins de mélange. Les gens sont vraiment qu'entre communautés et il y a moins d'ouverture peut-être, et de oui voilà, d'ouverture. Mmh. Mmh. C'est devenu plus Mais monolithique. exactement, mais Mmh. je pense pas que ce soit le choix des gens évidemment, hein. Eux, ils vont là où on leur dit d'aller, là où on leur donne un appart en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Comme quoi en fait, je réfléchis beaucoup à ces sujets aussi de là où on vit, parce qu'il y a pas mal de déterminisme par rapport à ça. Tout à fait, tout Ouais, à fait. voilà. En discutant pas mal avec des personnes, je me rends compte que ça influence énormément la trajectoire d'une personne, Ouais. particulièrement quand on est jeune. Euh, Fille unique ou tu as des frères et sœurs? Oh, fille unique, non, heureusement. En fait, on est, une fratrie de 6, dont moi. J'ai, 3 sœurs et 2 frères et moi, je suis la numéro 5 sur les 6, donc l'avant-dernière et la première à être née en France. Ok, Ouais, donc eux, ils étaient nés où? en Algérie. Où ça, en Algérie? Alors, à côté de pas très loin de la capitale, Rouiba, donc c'est une petite ville, dans la banlieue d'Alger. Et tu sens que c'est tes quatre frères qui sont plus âgés que toi, qui sont nés en Algérie, ils ont un attachement plus fort à l'Algérie ou Beh, c'est... justement non. Bon là je caricature un peu, hein, parce que bon il y en a 4 donc avant moi et voilà, mais en tout cas dans les 4, je dirais que, il y en a peut-être un sur 4 qui, a un attachement plus important que les autres, à l'Algérie et que ceux qui sont nés en France, en fait, ont un attachement peut-être plus fort ou un équilibre plus un juste milieu mieux trouvé, Hmm. il me semble. En tout cas dans ma famille, c'est comme ça. Hmm. Mmh. Quel était ou quel est le métier de tes parents? Alors mon père était, puisqu'il n'est plus, de ce monde, il était ouvrier. Bon. Ouais, il était ouvrier, bon, il est passé par plusieurs, entreprises, Hmm. mais enfin celle où il est resté le plus longtemps, c'est en fait l'office public de logement, de la ville de Mantes-la-Jolie. Mhm. Donc c'était un peu le monsieur à tout faire, bricolo, tout ça. Je pense qu'aussi ça a facilité, le de trouver un logement Mhm. puisque, c'est un vrai sujet. En fait, on oublie tout ça, mais c'était un vrai sujet pour nos parents de trouver un logement digne à l'époque. Donc je pense que, justement les critères à l'époque, c'était la taille du logement, plus que le lieu. Et C'est-à-dire que si on lui avait dit, je sais pas moi, il y a un 5 pièces, Rouen, il y serait allé, en fait. S'il y avait eu un travail avec, en fait. hmm. Voilà. Et c'était un vrai sujet avant? Bah, je crois qu'avant, oui, parce que, il a pas mal galéré, mais je crois qu'encore une fois, c'est pas le seul, à trouver un parce qu'avant de faire venir tout le monde, le sujet, c'était d'avoir un appartement suffisamment grand pour accueillir. Donc quelque part, il y avait c'est je trouve un boulot, ensuite j'ai un petit appart parce que j'ai pas enfin que voilà, souvent des gens en colocation avec les coussins, enfin, je sais que quand je discute pas mal avec des amis, c'est souvent des choses qui reviennent. Ces espèces de vie d'avant de nos parents, avant, que tout le monde arrive ou que, les enfants naissent, quoi. Ça, c'est les années 70, j'imagine. C'est les même un petit peu avant, c'est les années entre 65 et 70. Ok, Ouais, donc c'est encore avant. C'est juste après l'indépendance, en fait, pour nous. oui, c'est clair. Voilà, donc ça a pris quelques années et puis quand il a trouvé un boulot dans ce fameux, donc il devait se dire, j'imagine à l'époque: «Ouais, c'est le super, super opportunité», c'est-à-dire qu'on voit la différence, entre aujourd'hui nos opportunités et voilà. Il devait se dire: C'est super, j'ai un boulot et en plus, comme ils ont des logements, ils vont m'en donner un» et c'est comme ça qu'en fait, il s'est retrouvé à Mantes-la-Jolie parce que c'est une des questions qu'on avait posées à l'époque: «Mais pourquoi Mantes-la-Jolie? Pourquoi pas, Poissy qui est plus proche? Pourquoi pas?» parce que nous à l'époque, on râlait en disant: «Mais c'est pas possible, c'est trop loin», voilà, enfin bon et voilà l'histoire. Hmm. Et ma mère, longtemps, elle n'a pas travaillé, quand on était jeunes et puis après, quand elle a voulu, travailler et ben, elle était femme de ménage. Qu'est-ce que tu gardes comme valeur de tes parents? Oh là là, énormément, hein, la liste, Ce qui te marque? serait bien trop longue. Ce qui Bah, te marque? ce qui me marque, c'est l'honnêteté, la valeur, travail aussi, hem, la gratitude, de façon générale avec, quand je dis gratitude, pas uniquement, par rapport aux parents, hein, mais la gratitude de façon générale, la conscience aussi de ce qu'on a. Hmm.
Voilà, si je m'arrête à 3, ce serait ça. C'est parfait. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire Nassima, jeune au lycée? Oh là là, alors là, Je vais loin? là, tu vas loin, je revois quelques photos. Jeune au lycée, Tu peux me la décrire, cette adolescente? ouais, 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 en fait, rigolote. Bon, ça, c'est resté. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui passaient avec l'humour. Rigolote, déterminée, et quand même une conscience, pas de tout. Je vais pas c'est-à-dire que c'est pas évident, hein, de se revoir, 40 ans ou enfin, pas 40 ans, mais enfin 35 ans avant ou 30 ans. Conscience en fait de ce qu'on avait, on va dire, une mission. Ça oui, une mission importante. Pour cette en tout cas dans ma famille, première génération, à être née en France. Mmh. Donc quelque part comme quelqu'un qui va passer un relais. Quand même, Heu, c'est un haut niveau de maturité par rapport aux adolescents d'aujourd'hui. Le contraste est frappant, donc on n'a pas une mission à l'âge de 16 ans. ah bah non, mais en plus je te dis ça, mais parce que tu me parles du lycée, mais cette conscience-là, je l'avais dès l'école primaire. Hmm. Ouais, ouais, bah oui, parce qu'en fait, après, en tout cas dans ma famille, mes parents nous disaient souvent: «Faut pas qu'on soit venu pour rien». Hmm. Donc bah, forcément, après chacun c'est drôle parce que chacun le comprend. On est 6, bon, c'est aussi l'intérêt d'être différent. Chacun va le comprendre à sa façon, mais moi, c'est vrai que c'était de me dire: «OK, bah, faut mettre les bouchées doubles, quoi». Hmm. Mmh. Et est-ce que ça a été un précurseur pour ce que tu fais maintenant? Est-ce qu'il y a un point commun? Tu arrives à lier entre ta personnalité d'enfant ou cette mission? Est-ce que tu fais maintenant ou pas vraiment? Bah, oui, oui et non, entre guillemets. Parce que, ça m'a convenu. Moi, j'aime bien les défis, de façon générale. C'est quand même pas mal dans mon caractère. Parce que souvent, je me dis, ben, d'autres, ça aurait pu. On peut se dire, c'est-à-dire quand on écoute, ou voilà, oh, ça devait être écrasant, ça devait être dur. Et en fait, non, parce que, bon, même si bien sûr qu'il y a eu des moments difficiles, mais grosso modo, je le prenais pas comme un jeu, mais comme un challenge. Un challenge. Et puis surtout, je me répétais tout le temps, enfin, en tout cas, moi, je suis avocat, donc voilà, à l'époque, je m'étais renseignée combien il y avait d'avocats à Paris. Et bon, pas à 6 ans évidemment, mais bien après. Et on était déjà sur 25 000 juste à Paris, à l'époque, hein. Maintenant, on a explosé les scores. Mais donc je me disais, mais il y a 25 000. Donc j'essayais de m'imaginer pour que l'enjeu soit moins important, en fait. Ça, c'était un peu mon truc pour rester dans le jeu, justement. Donc c'était beaucoup, 25 000 ou pas peu, Ben, ou moi, je peu? trouvais que c'était énorme. Je me disais, 25 000 personnes avant moi, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas moins. Ah, C'était dans ce sens-là, en fait. ok, ok. C'était quand du coup, j'avais un petit peu de pression, que je me disais: «Ouh là là», comme on dit: «Le poids de l'enjeu peut tuer le jeu», en fait. Mhm. Donc c'est un peu ça. Je vais faire un bond dans le futur. Ouais. Donc, tu as confondé en avril 2021 My Data Partner Mmh. à l'âge de 46 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est une Ouais, legal tech ouais. qui aide tes clients à être conformes dans la jungle et la complexité des lois relatives à la protection des données, ce que communément appelé la RGPD. Mmh. Donc, je suis déjà allé sur ton site web, My Data Partner, et j'ai passé le questionnaire. Et Alors? grâce à toi, j'ai pris conscience que j'avais pas mal de points aveugles et Oh de bah, c'est bien. lacunes. J'ai gagné un client. Ah bah oui. Euh, les gens ne voient que la partie émergente de l'iceberg. Mmh. Ils n'ont peut-être pas vu le long chemin qui t'a amené aujourd'hui à cette étape, donc une CEO d'une Legal Tech. Dans cette interview, je vais essayer de découvrir ce qui t'a amené ici, donc soit la partie immergée de l'iceberg. Mmh. Tu as fait du droit, Ah oui. tu es avocate, si je Mmh. dis pas de bêtises. Pourquoi le droit? Bah, là, pour le coup, on revient, le lien avec ce qu'on échangeait avant est évident. Alors, bon, moi, je crois que beaucoup que nos inconscients choisissent enfin, dans nos choix, il y a beaucoup d'inconscients. En tout cas à l'époque, et ça je l'ai compris après et je pense que dans notre inconscient à nous, il y avait beaucoup d'injustices à réparer. Donc je pense que le droit, bah, forcément, c'est la justice et je trouvais que, et au niveau conscient, je me disais que c'était important de savoir, parler, écrire et de savoir se défendre. Parce que quand même je voyais, grosso modo, comme tout le monde se reconnaîtra là-dedans, parfois bon, mes parents, ils étaient quand même assez, je vais pas dire bagarreurs, mais pas du tout, mais je veux dire, c'était pas, ils n'avaient pas qu'un discours de: «Il faut rien dire, il faut» voilà, c'était un équilibre.
Donc des fois, je voyais bien qu'ils étaient sur la retenue par rapport, je sais pas moi, un prof qui dit quelque chose qui est faux, je sais pas moi, quelqu'un qui, par exemple, je sais pas, un problème de succession, enfin des choses comme ça où, à un moment donné, on a besoin de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, la police qui nous arrête, enfin des choses du quotidien en fait, hein, un plombier qui nous bon, c'était pas le cas parce que mon père déjà il savait réparer tout ça, mais ce genre de choses du quotidien, donc je voyais bien quand même qu'ils savaient se débrouiller, mais vraiment avec leurs petits moyens et je me disais: «Bah, quand même, si le sujet est plus important, qui va, un peu comme un médecin en fait, si je suis malade, qui va m'aider?» Et donc consciemment, pour moi, c'était important de savoir se défendre. Donc je pense que voilà, après, le choix, il s'est plutôt fait comme ça, finalement et c'est vrai que bon, mes parents, ils m'ont un petit peu aussi poussée à faire du droit parce que, ils avaient besoin, je pense, d'un métier où, c'est-à-dire quand on dit le métier, on sait à quoi ça correspond. Parce que par exemple, à l'époque, quand je disais: «Mais pourquoi pas ingénieur?» Parce que j'essayais d'ouvrir, le choix en fait, et ils me disaient: bah, parce qu'ils ne savaient pas vraiment c'était quoi un ingénieur? Qu'est-ce qu'un ingénieur faisait? Et voilà et donc avocat, ça allait. Pour eux, c'était voilà, ou avocat ou médecin ou des choses comme ça, parce que c'était pas juste, un métier, parce qu'il y a plein de métiers sympas, hyper intéressants, mais pour eux, c'était vraiment un truc, on dit le mot, on comprend. Mmh. Mais Donc ça m'a influencée. est-ce que ça a cliqué avec toi, avec ta Ah personnalité ou oui. tu t'es laissé influencer ou est-ce que c'est un choix propre finalement? Alors, en fait, je pense que, comment dirais-je? Comme j'ai le sens, c'est pas j'ai pas le sens de la contradiction, mais j'aime réfléchir, de longue date, en fait Mmh. et j'aime décider. Je trouve que c'est important et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours et je le dis ça aussi à mes enfants. Pour moi, quand on fait ses études justement, et quand on réussit à l'école, tout ne passe pas par l'école, j'entends, mais en France, c'est vrai que les diplômes sont importants, très importants et donc je dis juste que, c'est important d'avoir le choix dans la vie. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'on voit pas les choses je vois pas les choses de la même façon aujourd'hui que quand je les voyais quand j'étais au lycée. Ça, c'est sûr et heureusement. Mais pour moi, le plus important et je le vois après, on va reparler de la Legal Tech, tout ça, c'est d'avoir le choix. Je décide si j'ai envie, si j'ai une petite voix à l'intérieur qui me dit: «Tiens, est-ce que tu ferais pas ça? Est-ce que tu te lancerais pas là-dedans?» Je ne vois pas pourquoi ou quelqu'un m'empêcherait de le faire, en fait. Mmh. Et donc, j'ai trouvé avec le recul que les notes et les diplômes, c'est des facilitateurs de ça. C'est un petit peu comme si c'était par exemple, là, quand j'ai voulu créer ma Legal Tech ou même dans mes domaines de spécialité, le fait que j'ai des diplômes spécialisés, en fait, tout de suite, ça donne une crédibilité. Même si je pourrais, après tout, ne savoir rien faire, c'est-à-dire c'est juste un diplôme. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé. Beaucoup aidé pour des gens qui connaissent pas, qui peuvent pas apprécier comme ça un niveau en 5 minutes. Donc voilà. Donc pour en revenir au choix, quelque part, ça m'a convenu. En fait, j'ai fait mine de réfléchir, de sortir du cadre en disant: «OK, j'ai noté, le droit, ça peut être intéressant, mais il y a aussi d'autres choses». Et c'est dans ces débats-là que je te disais ingénieur, enfin, qu'on passait plein d'autres métiers. C'est-à-dire qu'avec mes parents, je discutais aussi. Et donc finalement, le droit, tout de suite, en fait, quand j'ai commencé, ça m'a plu tout de suite. Et c'est vrai que, quelque part et tant mieux, j'ai eu de la chance, mon choix a correspondu au choix de mes parents. Donc j'ai eu de la chance. Mais si ça n'avait pas été le cas, franchement, bon, je pense que j'aurais eu un petit conflit de loyauté, mais je pense que j'aurais quand même choisi quelque chose qui me plaît moins. Mmh. Parce que c'est hyper important pour bien faire les choses, de faire ce qu'on aime. C'est clair, c'est Voilà. clair. S'il t'arrive de fermer les yeux et de revenir vers le souvenir de ton premier jour de travail, où Nassima, fraîchement diplômée, jeune avocate de 23 ou 24 ans, Mmh. s'est présentée dans les locaux d'Odile Jacob. Peux-tu me décrire ce jour-là, le premier jour de ton travail? Alors, Odile Jacob, c'était pas quand j'étais avocat. Odile Jacob, c'est quand, j'étais juriste. Parce Juriste. qu'avant d'être avocat, j'étais juriste. Et puis avocat, c'était 2 ans plus tard. Donc, en fait, alors c'est 2 jours différents. C'est-à-dire que, en termes d'émotion, c'était pas la même chose. Quel était ton état d'esprit? Alors, quand j'ai commencé chez Odile Jacob, en fait, mon état d'esprit, il était plus cool. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais déjà été en stage chez eux et donc ils m'avaient gardée après mon stage.
Donc quelque part, j'avais l'impression de ne pas de faire partie des meubles, mais presque. Bon, en même temps, c'était rue Soufflot, c'était l'édition. Donc à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était assez prestigieux. Il y avait le Panthéon en face. Enfin, donc je voyais bien que c'était différent de ce que j'avais connu jusque-là, mais j'avais pas encore pris conscience de là où j'étais et de surtout avec qui je travaillais. Donc moi, j'étais à la cool. Je bossais, hein, j'ai toujours été une bosseuse, mais et sérieuse. Voilà. Là où j'ai vraiment pris conscience que, comme si l'impression d'avoir atteint un but et d'avoir franchi une marche importante, c'est mon premier jour en cabinet d'avocat, effectivement. Donc ça, c'était différent. Ça, c'était Mais différent. si je reviens sur ces Mm. 2 ans que tu as passés, Mm. qu'est-ce que tu as appris là-bas? Voilà, j'ai appris que que ce qu'on appelle aujourd'hui, bon, je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais j'ai appris que les soft skills, c'était très important, heu et qu'il y avait pas que ce qu'on avait appris, puisque moi je suis une juriste, donc forcément il y a on va dire qu'il y a de la mécanique, il y a de la technique juridique, des lois, bon, tout ça, quoi. Mais par contre, c'était très important de s'adapter à différents, caractères, des gens, qui sont pas du même milieu, qui avaient des codes sociaux aussi. Parce que là-bas, dans l'édition, c'est encore autre chose, même que le milieu des avocats. Enfin, c'est pas les mêmes codes. Voilà et donc j'ai appris tout ça, donc j'ai beaucoup observé pendant 2 ans. Des fois, c'était difficile aussi, hein, mais la difficulté, elle était plus sur cet aspect, humain. Mmh. Mmh, Donc, tu restes 2 ans, bah, après tu passes l'examen du barreau, si je comprends bien? exactement. Et donc tu te présentes, le premier jour à un cabinet d'avocat. Mmh. Est-ce que tu peux me décrire ce premier jour où tu te présentes au cabinet d'avocat en tant que fraîchement nouvelle, diplômée Bah, avocate? ouais, je me rappelle, c'était le 15 janvier 2001, donc voilà et en fait, ce jour-là, ouais, comme un feu, comme un long, long chemin et comme si j'étais arrivée au bout. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque, hein. Donc j'étais hyper contente. J'avais une émotion très particulière, un peu comme le jour où enfin, la prestation de serment, mais ça arrive après et le sentiment du devoir accompli, enfin, j'avais l'impression, je sais pas moi, je sais pas, comme si j'étais montée au-dessus enfin, sur l'Arc de Triomphe, quoi, mais qu'il y avait que moi. Donc un sentiment quand même de fierté, et de plénitude, voilà. Ça a pas duré longtemps dans le sens où, bah, après je suis redescendue qu'il fallait bosser. C'est un peu comme un boulanger qui croit que voilà, mais après il faut aller faire le pain et on s'aperçoit que c'est compliqué. Donc ça, c'est encore une autre adaptation. Mais vraiment ce jour-là et je me revois, j'avais passé un coup de fil à une copine parce que c'était, près du parc Monceau. D'ailleurs, c'était juste à côté de l'ambassade d'Algérie, donc ça j'aimais bien. Et en fait, ouais, je passe un coup de fil à une copine à l'heure du déjeuner et je me dis: «Oh, c'est incroyable le cabinet». Enfin, c'est un cabinet où il y a 150 personnes, donc c'est un gros truc. Donc j'avais l'impression d'être dans Ali McBeal, quoi. Avec un bureau, voilà, c'était très différent. Donc non, non, j'en garde un très bon souvenir. Mmh. Et tu avais quel âge à l'époque? À l'époque, j'avais, attendez, 26 ans? 26 ans. Ouais, Quel 26 ans. quel trait de caractère as-tu gardé de cette, jeune fille de ses 26 ans? Oh ben, enfin, bon, tu sais ce qu'on dit, hein, on se voit pas vieillir. Pour moi, j'ai l'impression d'être la même, c'est-à-dire, optimiste, déterminée, bosseuse. Après, j'ai ajouté d'autres qualités quand même à ça. Mais c'est le temps, on va dire, et parce que j'ai passé 17 ans dans ce cabinet, donc voilà. Ce que j'ai ajouté, parce que quelque part, les jeunes qui nous écoutent, c'est important je prenais pas assez de recul en fait à l'époque. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui bosse pas dire dans une mine, mais enfin qui bosse quelque part et qui sort jamais de sa mine. Et en fait, c'est hyper important, peu importe la mine, hein. Ça peut être une mine d'or, ça peut être, enfin bon, on s'en fiche en fait, hein, la mine étant son activité professionnelle. C'est hyper important, de savoir sortir du milieu, des gens, que vous fréquentez. Parce que par exemple, bon, bah, le milieu des avocats, encore une fois, bon, je suis encore avocat, c'est un milieu, intéressant, où on échange pas mal, enfin, c'est pas le problème, mais c'est important d'aller recueillir des autres façons de penser. Parce que quelque part, c'est ce dont je me suis aperçue quand j'ai quitté le cabinet et que j'ai dû développer une activité en mode solo, puis ensuite je me suis associée. C'est que, il y a d'autres corps de métier,
Euh, et quand on ne les fréquente pas en relation client-avocat, hein, parce qu'évidemment, quand on est avocat, on a des clients dans plein de secteurs d'activité, mais là, on est leur avocat. Donc, on n'est pas dans le même rapport avec eux. Mais je parle de fréquenter des personnes comme son réseau, on va dire, de professionnels, mais hors de sa profession. Donc, exemple, si je suis boulanger, je ne vais pas rester qu'avec des boulangers quand je ne travaille pas. Donc, c'est un petit peu ça, parce que ça m'a donné beaucoup. Par exemple, quand j'ai quitté le cabinet et que j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire après, et ben, j'ai beaucoup fréquenté des ingénieurs, des consultants en stratégie, en IT. Et donc, c'est comme si j'allais voir, on va dire, tu sais, c'est comme si, je sais pas, moi, j'allais voir une pièce de théâtre et que là, j'allais voir derrière le rideau, dans les recoins. Et donc, ça m'a donné beaucoup plus de souplesse, en fait. Et voilà. Et ça m'a beaucoup plu. Et je me dis que j'aurais dû le faire plus tôt, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça, c'est des traits que tu as, on va dire, acquis au fur et à mesure de ton Ouais. parcours. Mm. Mais si je reviens à la jeune avocate de 26 ans, Mhm. euh, quand tu regardes depuis, quel trait de caractère tu as perdu, tu as enlevé? Ah, c'est intéressant ça. Ce que j'ai perdu, c'est, je dirais pas ma naïveté, parce que je reste quand même quelqu'un de, quand je dis naïf au sens beau du terme, Une hein, bonne voilà, patte, quoi. voilà, une bonne patte. Mais par contre, je suis plus dupe de certains biais. Euh, voilà, je suis plus dupe de certains biais quand, par exemple, voilà, j'essaye de plus aller voir ce qu'on appelle l'angle mort, quoi. Ce qu'on perçoit pas tout de suite dans une relation, ce qu'on perçoit pas tout de suite euh, de façon générale. Voilà, d'aller plus dans un autre degré que le premier degré. Hmm. Mm, mm. Ton prochain pas, tu as dit que tu as fait, tu es allé à un cabinet d'avocat, tu es resté 17 ans. Mhm, 17 ans, c'est long, mm, donc on va pas les parcourir là maintenant. mm. Mais brièvement, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience de 17 ans, humainement et techniquement? Bon, techniquement, énormément, forcément. C'est là que j'ai appris mon métier. Et je dis ça aussi aux plus jeunes, c'est hyper important, peu importe le métier, hein, d'apprendre son métier avec des gens qui sont bons dans leur métier. C'est-à-dire qui ont un niveau. euh, Parce que en fait, si on commence techniquement à apprendre des choses, bah, je sais pas, par exemple, tu vois, toi, tu as pas mal d'outils là autour de nous pour faire ce podcast, etc. Donc, il y a une technicité dans n'importe quel métier ou savoir-faire. Donc, si toi, tu n'es pas terrible là-dessus, tu vois que tu as un niveau un peu moyen, bah, quand un jeune va apprendre avec toi, il va croire que c'est ça le top. Et en fait, non. Donc ça, c'est hyper important. Et puis voilà, j'ai perdu le fil de mon idée, je sais plus d'où on est parti. Bon, c'était pour dire que qu'est-ce que tu as appris techniquement Oui. et humainement? Et humainement, j'ai appris que bah, j'avais pas encore assez de soft skills, justement, parce que bon, c'est vrai que c'est un métier où, comment dirais-je, où il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stress, comme dans beaucoup de métiers en même temps, hein. Après, moi, je travaille beaucoup avec les entreprises, mais et beaucoup de personnalités différentes, difficiles parfois à gérer, et des clients aussi différents. Et donc, plus quelque part, et ça, j'avais pas réalisé ça à l'époque. Pour moi, j'apprenais un métier, c'est tout. Mais en fait, non, on n'apprend pas qu'un métier. On apprend aussi une façon de gérer les émotions, on apprend une façon de gérer les gens et de se gérer soi-même, en fait, déjà avant de gérer les gens, hein. Quand je dis gérer les gens, c'est pas péjoratif, c'est comment j'interagis avec eux. Si à ce moment-là, je sais pas, moi, on me dit quelque chose qui me plaît pas, comment je fais. On peut avoir le sang un peu chaud, nous. Enfin, ça dépend des personnalités aussi. Donc, moi, je sais que des fois, ça pouvait. Des fois, on peut ressentir de l'injustice au sein même d'un cabinet d'avocats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Donc, voilà, plus de recul et plus de bon sens dans la stratégie, en fait. Mhm. Voilà. Peux-tu replonger dans le souvenir de ton dernier jour de travail Ouais. où la jeune avocate de 26 ans n'est plus, mais c'est l'experte confirmée de 42 ans qui pose sa démission. Ouais. Euh, Quel était ton état d'esprit ce jour-là? Ah bah, je me rappelle très bien du jour où j'ai posé ma démission. Alors, j'avais un long préavis, donc forcément, au bout de 17 ans. Donc, j'ai posé ma démission en avril et je suis partie en septembre, donc de l'année 2017 déjà.
Et les 2 moments, en fait, très libérateurs. Heu, En fait, j'avais l'impression, je ça peut être un peu exagéré, mais j'avais l'impression d'être libre. Libre de tout, en fait. Libre de tout, contente de l'expérience, contente des gens avec lesquels j'avais travaillé parce que, encore une fois, sinon je serais jamais restée 17 ans. Parce que enfin, je voudrais enfin, c'est vraiment 17 ans que j'ai apprécié. Sinon, je serais pas restée 17 ans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. C'est-à-dire pour moi, et ça aussi, les diplômes le permettent, si je suis à un endroit avec des gens, c'est que j'ai envie d'y être. Sinon, je n'y suis pas. Ça, c'est très important. Pareil, hein, quand on a envie de quitter une expérience, parce que pour nous, pour plein de raisons, eh ben, on le fait. Voilà, et donc je garde ce sentiment, l'émotion qui me revient ou le sentiment, c'est vraiment liberté. Et quelque part, c'est comme si, tu vois, au casino, bon, je joue pas, mais j'ai jamais eu cette sensation quand tu appuies et que tu as toutes les pièces. Pourtant, je suis pas partie avec de l'argent puisque quand on est avocat, faut le dire, on est profession libérale, on n'est pas salarié, il y a pas d'indemnité de départ, il y a pas de chômage, il y a rien, en fait. Merci, au revoir. Enfin, il y a un cadeau de départ. J'avais eu un beau sac, mais voilà. Donc en fait, je suis partie avec ce sentiment-là. Je suis partie, en fait, avec le sentiment de quelqu'un qui gagne au casino parce que je partais avec plein de choses, de savoir-faire, de savoir-être, et que j'étais confiante sur la suite. Comme on dit, j'aime beaucoup cette phrase qui dit l'oiseau a confiance dans ses ailes et pas dans la branche qui le porte. Eh ben, c'est bien dit. Et justement, je me disais, ben là, je vais expérimenter aussi quelque part ce que je pense et ce en quoi je crois. Parce qu'on croit beaucoup de choses, on a plein d'idéaux, mais c'est pas souvent qu'on va les confronter à la réalité. Oui, Et ça là, c'est Lénine qui dit la dictature du réel. ah bah voilà, la dictature du réel. Donc je suis partie avec ce sentiment de me dire la dictature du réel, je vais kiffer, je vais voilà. Bon après, depuis 2017, il y a eu des hauts, il y a eu des bas parce que c'est pas simple, hein, de faire tout ça. Et voilà. Et là, on est encore sur une phase de lancement, mais enfin, aucun regret, Mm. en tout cas. Donc si je reviens à ce jour-là, donc tu sors, je vais faire un peu la caricature Mm, à l'hollywoodienne. mm. Tu as ton carton avec tes affaires. Ouais, c'est ça. Donc tu sors, il y a un beau soleil, Avec le tu sourire. inspires, Mm. tu te dis allez j'y vais. Ouais, ouais. Donc c'est quoi tes horizons? Qu'est-ce que tu voyais à l'époque? Alors en fait, à l'époque, j'avais déjà une idée de projet de Legal Tech, puisque c'est déjà quelque chose que j'avais commencé à réfléchir quand j'étais au cabinet. Parce que forcément, en fait, souvent, quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est des choses qu'on a constatées dans son expérience et en fait, on constate des pain points, comme on dit, enfin, des douleurs, des choses qui vont pas correctement, et on a envie de les résoudre, d'apporter une solution à des problèmes, quoi, hein. Euh, donc voilà, donc en fait, je partais avec ces idées-là, mais pas plus précises que ça. Moi, j'avais quelques idées d'automatisation, de facilitation, d'accès au droit. Parce que pour moi, l'accès au droit, c'est très important. Parce qu'en fait, ça nous renvoie aussi, bon, toute notre histoire, à toute mon histoire, et de me dire, mais si à l'époque, je sais pas, moi, par exemple, je sais pas, moi, mon père avait créé une entreprise, parce que moi, ce que je fais, ça s'adresse aux entreprises, donc on n'est pas sur des droits humains, et que il avait été mal conseillé, que ce soit au niveau je sais pas moi, de ses conditions générales, au niveau du dépôt de sa marque. En fait, de choses comme ça, on peut complètement planter son business. C'est ça la réalité. Et quelque part, je me dis, il y a plein de gens qui ont des super idées. Moi, je fais de la propriété intellectuelle, donc je le vois bien. Souvent, les gens me disent, oui, enfin, j'ai une idée. Une idée n'est pas protégeable. Mais ce qui est protégeable, c'est la formalisation de l'idée. Donc, en fait, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que les gens vont me raconter leur concept, leur tout ça. Et moi, je vais, un peu comme un costumier, habiller la mariée ou le marié et faire le bon costume au bon problème, quelque part. Et donc, ça, c'est mon métier d'avocat. Et quelque part, le problème, c'est que tout le monde n'a pas accès à un avocat. Ça, je le vois bien. Parce qu'on ne connaît pas déjà qui contacter. Deux, on se dit, mais c'est pas possible, ça va être trop cher, parce que c'est des avocats spécialisés. C'est vraiment comme les médecins, il y a les généralistes et il y a les spécialistes. Donc, les spécialistes, même chez les médecins, on n'y va pas tous les jours, hein. On commence par le généraliste. On se dit, bon, s'il arrive à régler mon problème, alors voilà. C'est pareil pour les avocats, sauf que c'est des sujets vraiment très techniques. Donc, un avocat généraliste ne peut pas traiter ces sujets-là.
Et comme moi-même, je connais les limites de mon expertise, je ne vais pas traiter d'autres expertises, je sais pas, fiscales, corporate, pas du tout. Si demain tu viens me voir pour un pacte d'associés, je vais te dire, ce n'est pas ma spécialité. C'est ça la réalité. Et bref, ce qui se passe, c'est que je me dis, quand il y a des jeunes entrepreneurs ou des jeunes entreprises, parce que moi-même, mon entreprise, elle a 2 ans, on va dire, ça fait plus de 2 ans qu'on travaille, enfin, même bientôt 3 qu'on travaille sur ce projet. On l'a lancé depuis quelques mois. Donc on voit bien tout ce qu'il y a à faire pour une jeune entreprise, mais qui ne gagne pas encore un gros chiffre d'affaires en fait. Donc en fait, toute la Legal Tech, pour l'instant, elle est concentrée sur le RGPD, parce qu'on a commencé par, faut bien commencer par un segment, comme on dit, par une cible. Mais l'idée, c'est derrière de rendre accessible plus facilement des compétences, on va dire, plus expertes, grâce à des packs de conformité, de documentation par secteur. Par exemple, je sais pas, moi, je suis dans la mode, je vais lancer une marque de mode. Et ben voilà, je t'ai fait un petit pack de documents, des contrats de cession de droits d'auteur, d'autres choses que tu vas pouvoir personnaliser en ligne et qui sont préadaptés au secteur, donc la mode, et que tu vas pouvoir personnaliser en ligne grâce à un formulaire simple que tu vas remplir, et puis avec une assistance ou pas par un expert. C'est un peu ça, la vision derrière l'entreprise, cette Hmm. entreprise. Quel a été l'obstacle le plus difficile auquel tu as dû faire face pour mettre sur pied ce projet? Ah ben, beaucoup. Et ce que je me dis, c'est que si déjà nous, en étant avocats, euh, on a eu des difficultés, en fait, et qui sont normales, hein, attention, je me dis, enfin, comment font les autres, en fait, c'est difficile. C'est-à-dire que, bon voilà, alors les difficultés majeures, c'est déjà d'avoir les bons experts sur les bons sujets, parce que structurer, par exemple, en start-up, on parle de product market fit et de go-to-market, tu connais. Ça veut dire en gros, l'offre doit trouver son marché. Et donc, on a commis plein d'erreurs. C'est-à-dire de commencer à travailler le produit, donc en l'occurrence, nous, nos packs de documents, avant même d'aller interviewer nos cibles, qui sont, nous, des cibles très, comme je te l'ai dit, sectorielles. Donc du coup, ça nous fait perdre du temps et donc de l'argent. Ça, c'était la première grosse erreur. Deuxième grosse erreur, de dépenser de l'argent, ou quand je dis de l'argent, de façon pas importante, mais enfin, de payer des prestations sans encore avoir ni rien vendu, ni vraiment avoir trouvé son marché. Voilà. Après, nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les programmes d'accompagnement, parce que nous-mêmes, moi, je crois beaucoup au collectif. Ça, c'est sûr. C'est aussi pour ça aussi que j'ai accepté de faire ton podcast en me disant si cette expérience peut aider des jeunes ou des moins jeunes, ça m'aura fait plaisir, mis à part en plus le fait d'avoir fait ta rencontre à cette occasion, Merci. et d'aider aussi un autre entrepreneur. Ça, c'est vachement important. C'est ça aussi, c'est que en fait, tout est un cercle bien fait, qui donne reçoit. Voilà. Donc là, si je comprends bien, tu as lancé en 2021. Euh, j'ai compris qu'il y avait un cheminement et ça s'est fait au fur et à mesure, sans que c'est pas un déclic, mais c'était plus Ouais, une maturation par rapport à ton expérience au cabinet d'avocat. ouais. Et après, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire. Est-ce que tu te rappelles du premier jour où tu signes un client? Ah oui, ça, ah bah ça, heureusement. Tu peux me décrire ça? C'est pas si vieux d'ailleurs, parce qu'encore une fois, nous, on a travaillé, comme on a fait pas mal d'erreurs, hein, on a travaillé, on va dire, 2 ans un peu en sous-marin, mais sans le lancement, avant le lancement commercial, parce qu'après, il faut développer une plateforme. Enfin, on a fait des erreurs avec les agences de développement. Enfin, on a fait, je pense, toutes les erreurs, enfin, peut-être pas toutes les erreurs possibles, mais enfin, on n'était pas loin. Mis à part, heureusement, le côté juridique qui était quand même cadré. Mais voilà. Donc le premier client, oui, notre premier client, on l'a signé c'était quand? C'était en avril, en Mhm, avril 2023. Donc mhm, tu vois, mhm. c'est tout récent. Oui, mais c'est un Ouais, long parcours. ouais. Et tu te rappelles de ce jour-là? Quel était ton Ah état bah d'esprit? comme deux gamines, puisque je suis associée. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'en tout cas, mon parcours à moi, c'est que quand on trouve, c'est un peu comme le mariage, quoi. C'est-à-dire que c'est important.
c'est important non pas que je sois, comment dire, je cherche pas à prôner le mariage ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le développement passe par un effet miroir d'une autre personne. On ne peut pas progresser tout seul. Si je trouve que je suis extraordinaire en permanence, personne ne me contredit. Enfin, et quelque part, le lien que je fais entre l'entrepreneuriat et le mariage, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'une fois que j'ai rencontré mon associée qui s'appelle donc Sabine, et ça s'est fait assez naturellement. Et on s'est retrouvés associés, c'est-à-dire que par exemple, je pensais que tu allais me poser la question, mais je n'arrivais pas à me rappeler du jour. Quel est le jour où on a décidé de s'associer et de faire ce projet? Ça, je ne saurais pas le dire. C'était au fur et à mesure, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, enfin bon, jusqu'à ça. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce qui me plaît le plus, parce que on a signé, entre guillemets, nos premiers clients. Je ne sais pas, au moment où je te parle, en fait, le lancement, le go-to-market est fait, mais j'ai aucune idée de savoir si tu reviens dans 1 an ou dans 2 ans, forcément, on aura un recul de notre lancement commercial, de l'amplitude que ça prend ou pas. Donc, j'ai aucune idée, en gros, si ça va être un succès ou pas. Mais pour moi, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès parce que je te dis, c'est un projet qu'on a mené à 2 et où en fait, où ce que j'aime, c'est qu'on progresse à 2, que je change d'avis, que des fois c'est elle qui change d'avis, un peu comme dans un couple. Et j'ai l'impression qu'on grandit ensemble et quelque part, on participe à quelque chose de plus grand que nous, qui est donc cette vision de l'accessibilité au droit et au droit, j'allais dire, d'expertise. Mm. Euh, My Data Partner, ouais. dans 10 ans, tu le vois comment? Alors, si on arrive à avoir plus que 3 ou 4 clients, là aujourd'hui, c'est un petit peu là où on en est. Mhm. Bon, sachant que nos prestations, encore une fois, c'est-à-dire qu'on ne vend pas c'est pas du B2C, comme on dit, c'est du B2B, donc forcément, les prix ne sont pas les mêmes. Voilà, mais My Data Partner, dans 10 ans, j'aimerais que ce soit une plateforme de référence qui a facilité la vie des entrepreneurs, des professionnels, par secteur d'activité. Pour tout ce qui est propriété intellectuelle et RGPD. Mhm. Voilà. Parfait. Mm. Je vais te poser une série de... Là, je vais rentrer dans ce qu'on appelle la série. Donc, je te pose une série de questions pour essayer de comprendre plus ou moins ton système de valeurs, mais Mhm. aussi comprendre ta vision de la vie en général. Mhm. Et tu vas voir, c'est des questions un peu décorrélées les unes des autres, Ah ouais, mais c'est exprès. Hein. c'est un peu la boxe de Ok. questions. Ah ouais. D'après ton expérience, sans prétendre à donner des leçons, mais qu'est-ce qui empêche les gens de réaliser leurs rêves? Eux-mêmes, leurs croyances limitantes. Et peut-être aussi, et peut-être aussi le fait le coup de fil à un ami. On ne sait pas qui appeler, qui nous motiver, les rôles modèles aussi qui peuvent beaucoup aider. Hmm. Qui peuvent beaucoup aider. C'est vrai que moi, à l'époque, par exemple, quand je passais le barreau, ça m'a ramené à ça. Voilà, et que voilà, j'étais en période de stress. Je ne pouvais pas appeler un autre avocat en disant mais tu vas y arriver, regarde-moi, regarde-moi. Il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, il y a plus ça. C'est quand même. Et moi, je sais que. Alors, c'est pas. Quand des jeunes me contactent sur LinkedIn pour me demander des fois des petites choses, enfin, voilà, des conseils sur des trucs, je réponds toujours. Alors, pas toujours rapidement, mais je réponds toujours parce que je me dis mais si moi, je réponds pas, qui va répondre? Ça, c'est bien. Moi, j'ai ce défaut. Parfois, je regarde, en fait... J'ai pu oublier certains. Alors, c'est possible que ça déclenche des oui, non, pas moi. Si j'en ai oublié certains, qu'ils me réécrivent. Parce que le problème de LinkedIn, en fait, aussi, c'est que quand tu reçois Oui, des oui. messages, et les plus anciens, donc des fois, j'essaye quand j'ai un petit peu de temps d'aller un peu en bas, mais c'est pas tout le temps évident. Mhm. Mm. Imagine qu'on te donne le droit d'afficher un message dans tous les transports en commun en France pendant 48 heures. Tu écrirais quoi? Souriez. Mm. Y a-t-il une personne en particulier qui a eu une influence forte dans ta vie? Si oui, comment et pourquoi? Mes parents. Je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, mes parents, parce que c'est comme si, en fait, si je résume, c'est comme si c'était 2 coachs, en fait, mes parents. Différents, mais 2 coachs. Voilà, donc c'est comme si j'avais été coachée par eux.
Les success stories, des personnes comme toi que je considère personnellement comme une success story, c'est-à-dire des Français d'origine nord-africaine qui font bouger les lignes en France, sont innombrables, mais pourtant ils sont invisibles dans le paysage médiatique. Selon toi, qui peut expliquer ce paradoxe? Ben, j'allais dire, c'est vrai qu'il y en a énormément. Vraiment, et puis on en découvre nous-mêmes tous les jours, en fait. Et le problème, en fait, quand quelque chose existe et qu'on ne le voit pas, bah, c'est un problème de visibilité. Et donc, la question, c'est qui gère cette visibilité? Il y a les personnes, mais en même temps, ben, tu vois bien, que ce soit toi, moi, tous ceux que tu as interviewés avant moi, tu es dans ton projet, ton domaine, dans tes galères, en fait, aussi. Donc, tu te dis pas, tiens, je vais me mettre en visibilité. Soit on t'appelle comme toi tu fais, ou tu vois, ou il y a une conférence, il y a un truc, tu y vas, ou une action pour aider. Enfin, mais c'est tout. Donc, du coup, la question, c'est qui gère cette visibilité et pourquoi elle est pas plus importante. Mhm. Voilà. Donc, c'est la question des médias. Euh, et je sais qu'il y a un reportage très intéressant. Comment il s'appelle? J'ai plus le titre, et pourtant c'est passé hier, mais ça s'appelle Les Arabes dans le poste. Mhm. Je crois que c'est ça, ou l'Arabe dans le poste. Mais enfin, je sais plus. C'est passé. C'est un reportage pour ceux qui l'ont pas vu, d'Asdine Ahmed Chaouch, qui est passé sur TMC hier soir. Donc voilà. Mhm. Donc le 14 novembre, pour le retrouver, pour ceux qui voudront le retrouver si jamais ils l'ont pas vu. Ça marche. Y a-t-il un livre que tu donnes souvent en cadeau ou il t'arrive de relire régulièrement certains passages? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, moi j'aime beaucoup lire. J'ai pas toujours le temps, mais j'aime beaucoup lire, et je considère aussi que puis j'aime beaucoup toucher les livres. Donc c'est-à-dire que les livres audio, tout ça, c'est pas ce que je préfère. Un des livres que j'ai beaucoup aimé, c'est Avicenne. Avicenne. Euh, Après, dans un autre registre, c'est L'effet cumulé. Mhm. Voilà, de Darren Hardy. Et voilà, en gros. Il y en a un qui m'échappe, pourtant je l'aime beaucoup, mais ça va me revenir. Quand ça te revient, Ouais, on en parlera. ouais, Combien de fois t'est-il arrivé de vouloir tout abandonner et qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas fait? souvent, souvent. Souvent, franchement, et puis même avant d'être avocate, hein, souvent, enfin souvent, oui, régulièrement. Qu'est-ce qui a fait? Bah, c'est que, bon, maintenant j'ai plus de maturité. Quand ça arrive, je me dis, bah, c'est normal en fait. Le problème, c'est on te dit pas que c'est normal. Tu vois? C'est-à-dire que en fait, c'est ça aussi que je voudrais dire, et je ne sais pas si tu le vis, enfin, je suis sûre que si, et tous les entrepreneurs le vivent, surtout les jeunes entrepreneurs où on n'a pas encore vraiment de résultats, tu sais, parce que les résultats apportent de l'assurance et ensuite de la réassurance. Et là, c'est pas encore, complètement le cas. Et en fait, ce que je me dis, en tout cas depuis que j'ai quitté, depuis que je suis vraiment en mode entrepreneur 100%, et voilà, que je suis plus dans une structure comme j'étais, c'est que le changement n'est pas linéaire. C'est-à-dire que quand tu décides d'introduire un changement dans ta vie, et je trouve que c'est salutaire de le faire, donc dès qu'on peut introduire un changement, il faut le faire. Je ne l'ai pas assez fait pendant 17 ans, mais c'était volontaire aussi. Et ça veut dire que quand j'accepte j'ouvre la porte, je décide le changement, la flèche, elle va pas être, tu sais, comme des ventes, comme mes futures ventes. Elle va pas être, enfin, j'exagère un peu parce qu'elle peut varier, mais elle va pas être constante. Ça va pas être une flèche, une droite, quoi. Ça va être euh, Un graphe. un graphe. Mhm. Sauf que même quand il y a des bas, tu retombes jamais au bas initial, de là où tu es parti. Donc ça, j'avais regardé des études là-dessus parce que moi j'aime, bon, forcément comprendre. J'ai un peu l'esprit scientifique, donc j'avais regardé des trucs là-dessus. Et ça, voilà, le changement, c'est normal. Donc en fait, quand je suis dans un bas aujourd'hui, je me dis, c'est normal. Mhm. Il n'y a rien d'anormal, je peux pas, voilà. Et puis que après la difficulté, il y a la facilité. Mhm. La maturité aussi aide beaucoup parce que Bah, je cite beaucoup une étude que Harvard avait publiée sur les entrepreneurs qui réussissent le plus hmm. et c'était la tranche d'âge au-delà de 40 ans. Ah, En fait, elle augmente. Il y a ce mythe du Mark Zuckerberg
ou des jeunes entrepreneurs tels que le créateur de Uber ou d'Airbnb, Mmh. des personnes qui, à l'âge de 27 ans, ont créé des monstres. C'est pas des Mmh. sociétés, c'est juste Mmh. Mmh. ils ont un plus gros PIB que certains pays. Ils ont un chiffre d'affaires plus gros que le PIB de certains pays. Et c'est l'exception, c'est pas la règle. C'est Et ça. quand on voit les statistiques, c'est plus avec la maturité. Parce que lorsque on fait face à ce type d'événement, on a généralement pris le temps de bien digérer, bien décompter, on a fait de la psychanalyse, on a Mais tu as tout compris. on a sa personnalité bien, bien, bien consolidée et donc finalement, on arrive à faire face au vent de face, on garde son calme, on C'est ça. respire un bon coup et on y va et il y aura de meilleurs jours. Donc ça, c'est cet élément-là, on le gagne avec le temps généralement. Ouais, ça va. Tu tu, mmh, tu confirmes que le mythe du start-upper, tu sais, en mode, surfeur, machin, n'est pas réel. Oui, oui. En Voilà, fait, il y en a, mais bien sûr. en taux de réussite, c'est plus les personnes qui ont 40 ans. Et Ah, ça a du sens parce que ça c'est des va. personnes qui ont gagné une expertise, ils ont fait leurs armes, et là, ils se disent, tiens, en fait, ils ont tellement baigné dans un domaine qu'ils arrivent à y voir les plus gros défauts, et après, ils arrivent à faire un lien particulier, et Mmh. là, ils trouvent une idée qui Mmh. a réellement du Mmh. sens. Mais par contre, quand on vient de sortir de fac, qu'on a 23 ans, oui, c'est peut-être qu'on a une idée, Mmh. mais on n'a pas jamais été confronté au Mmh. réel. On ne connaît pas ce que c'est un marché. Donc, c'est clair qu'on manque d'expertise. Mmh. Quel est le point commun des personnes qui t'entourent, ton premier cercle? C'est des personnes qui se challengent beaucoup et qui sortent du cadre. Qui sortent du cadre pour y revenir. C'est-à-dire que, c'est des personnes qui ne restent pas sur leurs acquis, qui cherchent à progresser. Mmh. Donc, tout le temps, ils Il n'y se a pas d'effet poussent. statique, en fait. Oui, oui. Et donc, forcément, ils te poussent Ah aussi, bah, inconsciemment. une des phrases que je répète tout le temps, enfin que je dis souvent d'ailleurs aussi à mes enfants: «On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus». Ah bah, ça, c'est certain. Donc les 5 personnes que je fréquente le plus, ont ce point commun. Mm, Mmh. mm. Quel est le plus gros sacrifice que tu as dû faire pour être là où tu en es aujourd'hui? Ah là là, ouais. Et ben quelque part de me faire passer de moi, me faire passer après le reste. Ça veut dire, de pas avoir assez de temps libre pour moi. Mais du temps libre, alors le problème c'est quand j'en ai, ben, je vais lire des trucs, bon voilà. Mais en fait c'est ça, essentiellement. Équilibre vie pro, vie perso. C'est quoi ta philosophie? Ah bah écoute, c'était plus compliqué quand j'étais en cabinet d'avocat, on va dire structure fermée, assez cadrée, tout ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle, j'ai souhaité, on va dire qu'il y avait cet appel du projet et en même temps cet appel d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso et aujourd'hui, il est largement meilleur. Mhm. Parce que ce qui est sûr, c'est que même si j'adore ce que je fais, en fait, c'est ça la difficulté. C'est quand enfin, quelque part, c'est l'objectif. En tout cas, moi, c'était mon objectif de me lever le matin et d'aimer ce que je fais. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des journées où j'ai pas envie d'aller bosser, hein, parce que c'est difficile, parce que tout ça. Enfin, ça, faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, si je fais ça, c'est que j'aime le faire. Et demain, si ça me plaît pas, je changerai. Ça, il y a pas de souci. Maintenant, ce qui est certain, c'est que en fait, quand tu es dans un format, je pense que c'est pareil en entreprise, parce que moi, j'y ai passé que 2 ans. Donc, j'ai pas vraiment une grande expérience de l'entreprise en interne. D'accord. Juste avec les clients. Mais en cabinet d'avocat, le problème, c'est que c'est comme si, tu vois, les courses de chevaux. Bon, encore une fois, hein, je peux en choquer certains, mais c'est comme si tout le monde court dans la même direction pour la même chose. D'accord. Voilà. Et en fait, quelque part, il y a une énergie particulière dans une course. Bon, même si j'ai pas assisté à des courses de chevaux, mais enfin, de ce que je peux en voir à la télé, il y a une énergie particulière, tu sais, il y a chacun s'entraîne, enfin, tu vois. Et donc, c'est comme si c'est dur de s'extraire d'un tourbillon. Oui. Et c'est pas par hasard qu'on dit on sacravache. Donc, C'est pour ça. ça vient de Et justement, et c'est ça aussi que je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était assez clair, c'est quand je dis quelque part de se sortir du cadre, pour moi, c'est s'extraire de ça pour se dire je fais un pas de côté pour regarder la course. C'est pas pareil que de la faire. Et ensuite, je décide si j'y retourne ou si je préfère jouer une autre course, en fait. Et moi, typiquement, c'était ça. C'était de me dire, non, mais là, ça y est, j'ai plus envie de tourner.
de jouer dans cette course, je vais jouer dans une autre course où mon échelle des priorités, elle va être totalement... je vais la maîtriser totalement. Et mon échelle de priorité, c'est pas l'équilibre professionnel, il rentre dans une balance globale. C'est-à-dire, pour moi, je ne mise pas tout sur ma vie professionnelle, même si j'adore ce que je fais, mais je ne suis pas que avocate, je ne suis pas que ça. Et ça, ce que je veux dire, c'est que j'en ai plus pris conscience parce que quand on est dans la course, on est concentré, on regarde. Enfin, c'est très particulier de jouer cette course-là, que j'aime bien aussi, hein, parce que j'aime bien tout ça. Mais voilà. Et donc, le fait d'avoir quitté quelque part le navire amiral, comme je dis, ou le Boeing, parce qu'en fait, c'est ça, c'est des des grosses organisations. Et ben, moi, c'est comme si j'étais dans un petit avion ou une petite barque. Elle n'est pas hyper trop belle pour l'instant, voilà, mais en tout cas, elle est agile et flexible. Et surtout, c'est moi qui... Et c'est la tienne et tu es aux commandes. C'est ça, exactement. Syndrome de l'imposteur, mythe ou réalité? Pour moi, réalité. Réalité. Voilà. Je ne sais pas si je développe, mais réalité, parce que... par exemple, moi, je m'aperçois, d'ailleurs, que c'est une réalité pas évidente à cerner, parce que, par exemple, moi, j'aime toujours apprendre des nouvelles choses. Et puis, en même temps, dans ce que je fais, il faut être à la page, là, avec tout ce qu'on voit, sans rentrer dans les détails de l'intelligence artificielle, des différents règlements, etc. Dans la protection des données personnelles, il y a un aspect juridique, mais il y a un aspect technique très important, un aspect gestion de projet très important. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas dans notre formation de juriste, d'avocat. Et donc, je suis allée les chercher. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu as toujours besoin d'aller passer... et quand je commence un cours, j'ai besoin d'avoir un certificat, je sais pas, je suis la seule, je crois, à aller en examen, je suis contente. Mais dans mon entourage, elle est folle. J'ai vu entre 2017, je crois, et 2021, tu as eu, donc en 4 ans, 7 diplômes universitaires. Et encore, je n'ai pas tout mis parce que, bref, de toute façon, je ne voyais pas l'intérêt. C'est des trucs que je fais pour moi en plus, oui. Mais, et qui m'a donné plus de consistance et aussi un côté opérationnel encore plus important. Donc, ça, voilà. Mais du coup, je sais qu'il est là, mais je n'arrive pas bien à le cerner. Comment les gens peuvent te suivre et suivre le travail de My Data Partner? Comment très simple, LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus simple, LinkedIn. Et puis il y a le site internet, évidemment, mais sur LinkedIn, on va dire que c'est plus un suivi d'actualité. Et même si je ne suis pas aussi active que ce que je voudrais, mais enfin... Je mettrai le lien. Ouais, très bien. Dernière question, si les jeunes qui nous écoutent devraient garder à l'esprit un seul mot en tête de notre conversation, ça serait quoi? Possible. Parfait. Nassima Lamalchi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à Jugurtha Talks. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Le plaisir était partagé et je tiens à dire aux futurs... il y a des gens qui vont nous écouter, j'en suis sûre, et surtout les intervenants en fait qui vont me suivre, succéder plutôt. C'est qu'il y a un effet dans ton interview, dans la façon dont tu poses les questions et les questions que tu poses. Il y a un effet, comment je pourrais dire, pas psychanalytique, mais en fait très 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 bien fait entre quelque part l'analyse et le réel. Et donc, c'est très intéressant de faire cet exercice. Merci. Et je te remercie pour ça. Merci beaucoup, voilà. C'est super gentil. Ouais, je t'en prie. Merci. Voilà. Vous venez d'écouter Jugurtha Talks. Si vous appréciez le travail qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Instagram et Facebook. Et à nous mettre des pouces bleus et une évaluation 5 étoiles. C'est peut-être rien pour vous, mais cela nous aide à rendre le podcast et le message encore plus visibles. Aussi, si vous avez en tête une personnalité française d'origine nord-africaine que vous souhaitez qu'on interviewe, n'hésitez pas à nous contacter par email sur jugurthatalks@gmail.com ou via les commentaires YouTube, Spotify ou par messagerie directe sur Instagram et Facebook. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.